messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. À la une, dans l'actualité. À la une, dans l'actualité nationale, le Premier ministre a présidé un atelier de marque, une étape cruciale pour transformer la ville en une métropole durable et inclusive. Et enfin, dans l'actualité internationale, au Proche-Orient, Israël intensifie son offensive dans la bande de Gaza. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le dis dans le titre, sous le haut patronage du Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, le ministère de la Ville de lancer aujourd'hui l'atelier métropolitain de Djibouti. La ville de Djibouti s'est engagée dans un tournant innovateur dans le développement urbain de son territoire avec la tenue de l'atelier métropolitain à Djibouti sous la bannière officielle « Transformons notre ville, innovation et résilience pour un développement urbain durable ». Il s'agit là, durant cet atelier, de mettre en place une plateforme susceptible de privilégier le dialogue, des réflexions et des diagnostics autour des questions urbaines et sociales, de l'économie, de l'environnement, de la résilience du territoire face aux effets du changement climatique. Force de reconnaître que la tenue de cet atelier s'annonce comme un événement clé pour débattre des enjeux et des défis urbains majeurs. L'atelier marque une étape cruciale pour transformer la ville en une métropole durable et inclusive. La participation massive de tous les membres du gouvernement traduit la volonté politique forte existante, axée sur la vision du chef de l'État de la République de Djibouti, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Ont participé à cet atelier, outre le Premier ministre, la ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mme Amina Abdi Aden, ainsi que les membres du gouvernement, les parlementaires, des représentants et acteurs urbains multisectoriels de l'administration centrale et des collectivités territoriales, de l'autorité des ports et des zones franches, du secteur privé, de l'Université de Djibouti, le CERD, ainsi que la société civile. L'ambition est avant tout d'élargir le périmètre des regards autour de 3 objectifs majeurs. Élaborer conjointement un projet urbain pour une métropole moderne, inclusive et compétitive, encourager le dialogue participatif par une planification urbaine harmonieuse et enfin forger une vision partagée pour une métropole résiliente et durable face aux défis climatiques. Réunis pour pouvoir construire quelque chose non seulement d'agréable à vivre, mais dont on sera fier de le transmettre aux générations futures. Et un effort de développement d'un urbanisme moderne à Djibouti, ça passe par beaucoup de chemins. Ça passe aussi par la décentralisation, qui permettra de maîtriser la croissance urbaine dans l'ensemble du territoire. Ça passe aussi par des choix de consultation et de concertation. Je crois qu'un mot que vous allez beaucoup entendre au cours de ces ateliers, c'est la co-construction. C'est écoutons les gens qui auront à vivre dans ces espaces que nous construisons, écoutons les gens qui ont vécu sur ces territoires que nous sommes en train d'urbaniser et intégrons dès l'origine la totalité des services dont les populations ont besoin, à commencer par l'eau, à commencer par l'énergie et en continuant aussi par l'éducation. Et c'est un petit peu aussi l'objectif de ces ateliers. Éduquons les générations futures à prendre soin de notre bien commun le plus précieux, qui est notre environnement et notre terre. Écoutons à présent le ministre de la Décentralisation lors de l'atelier métropolitain de Djibouti. Aujourd'hui, Djibouti est une ville portière, dotée d'une position géostratégique qui fait d'elle la porte maritime de l'Éthiopie et un carrefour de commerce international. Le rôle multisectoriel de la ville de Djibouti et les nombreux services rendus par celle-ci ont attiré de nombreuses populations, faisant d'elle une ville en perpétuelle croissance. C'est suite à ce développement continu de la ville de Djibouti que le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a pris la décision de mettre en place une politique de la décentralisation. Ainsi, l'engagement de l'État en faveur de la décentralisation et du développement local a créé par la loi 122 la collectivité de la ville de Djibouti dotée d'un statut spécial. Par cette loi, la ville de Djibouti est devenue une collectivité territoriale dotée d'une autonomie administrative et administrée par une assemblée élue. L'État a poursuivi son action en faveur de la décentralisation par l'adoption du décret 2007 portant sur le transfert de compétences aux collectivités territoriales et à la collectivité de Djibouti. Grâce à ce décret, la ville de Djibouti est devenue compétente en matière de gestion des déchets, de gestion de marché, de gestion et de contrôle du domaine public et de la voirie. Le décret
de transfert de compétences de 2007 a même permis à la ville de Djibouti de se doter d'une autonomie financière. Mon département a élaboré une feuille de route portant sur la période 2021-2025 et qui comprend un programme de renforcement des capacités pour appuyer la ville de Djibouti et pour faire de cette collectivité territoriale un acteur contribuant au développement national. De son côté, le ministre de l'Enseignement supérieur a dans son intervention souligné que construire des villes durables, s'adapter aux chocs et au stress d'une nécessité absolue pour le développement économique et de brassage culturel. Eh bien, cet atelier, a-t-il dit, permettra de concilier la croissance urbaine à la prévention des risques liés au changement climatique. Écoutons-le. Mesdames et messieurs, les villes sont quelque chose de fascinant. L'être humain a réfléchi à imposer les villes parce qu'elles sont, et comme on le voit, au centre du développement économique. Mais pas que. Elles sont également le centre du brassage culturel, de sa transformation, mais également de la transformation de la société. Cependant, nos villes font face à des défis sans précédent, notamment celui de concilier cette croissance urbaine et la prévention des risques liés au changement climatique. Les données scientifiques sont sans conteste et attestent d'une élévation de la température. L'Afrique, et je le répète souvent, la Corne de l'Afrique en particulier, sont parmi les plus touchés. On estime une augmentation de 2,7 à 3,6 degrés d'ici 2080. Les conséquences, sécheresse, inondations, élévation du niveau de la mer, ce sont déjà des événements perceptibles. Par ailleurs, en 2022, le sommet africain à Nairobi a rappelé qu'il était possible d'éviter les changements climatiques. Pour que l'Afrique soit au cœur d'un futur renouvelable, si nous saisissons les opportunités que nous offrent les changements climatiques en faisant preuve d'innovation. Dans le contexte urbain, l'innovation revêt d'une importance capitale pour répondre aux besoins complexes de nos populations en constante évolution. De la mobilité à la gestion des déchets, en passant par les énergies renouvelables, les solutions innovantes sont essentielles. Et c'est essentiel pour construire des villes durables et résilientes. Cependant, pour construire des villes durables, nous devons également développer leur capacité de résilience, qui vise à anticiper, absorber, récupérer, adapter, s'adapter aux chocs et au stress, tout en continuant à fonctionner. Face aux défis du changement climatique, les villes doivent se préparer à des événements météorologiques extrêmes, tels que les tempêtes et les inondations. C'est dans ce cadre que l'Observatoire régional de recherche pour l'environnement et le climat a été créé par le président de la République comme outil de recherche scientifique, d'anticipation et de prévention des risques climatiques, avec des domaines précis tels que les données climatiques et leurs modèles, la gestion de l'eau et la santé. Et enfin, la ministre de la Ville de l'Urbanisme a quant à elle mis l'accent sur l'importance capitale que revêt pour poser les jalons pour une planification urbaine. Le premier du genre s'inscrit dans le cadre de la coopération entre la République de Djibouti et la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Avant de continuer mes propos, il me faut rappeler que l'idée de tenir cet atelier a germé à l'occasion d'une réunion de travail fructueuse avec une délégation qui était venue de la région PACA. Par la suite, mon collègue et frère Dr Nabil, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et Madame Marie Baduel, directrice par intérim d'Avitaine, que je remercie sincèrement, n'ont pas ménagé leurs efforts pour qu'ensemble nous puissions organiser ce premier atelier métropolitain à Djibouti. Cet événement revêt pour notre capitale une grande importance car à travers les échanges d'idées et d'expériences, à la fois nationales et internationales, il s'agit de jeter les jalons du futur désiré de notre capitale. Nous ambitionnons de faciliter le dialogue et de mettre en synergie les actions des acteurs institutionnels en vue de co-construire un projet métropolitain pour notre capitale.
L'objectif poursuivi in fine consiste à la transformer pour l'ériger en une future métropole durable, innovante, compétitive, moderne et inclusive. Cela passe donc par une réflexion autour de ses forces, mais également de ses opportunités pour sa mutation en un territoire urbain apte à s'adapter aux défis du changement climatique, notamment les inondations, dont les impacts sont de plus en plus visibles. Nos visions croisées doivent permettre d'aborder la problématique du développement urbain de manière transversale et multidimensionnelle. Je suis convaincue que les axes de réflexion qui seront présentés, analysés, discutés et débattus durant les différentes sessions tout au long des 5 prochains jours permettront de poser les jalons pour une planification urbaine cohérente et durable. Pour atteindre cet objectif, certes ambitieux, mais réalisable et à notre portée, il s'agit de relever un certain nombre de défis conjoncturels et structurels pour parvenir à un développement urbain résilient. Toutefois, la mise en évidence des défis urbains à relever ne doit pas être interprétée comme une absence des acquis, mais comme une volonté de redoubler nos efforts pour faire encore plus et mieux. Et pour clore les séries de discours, le Premier ministre, son excellent Abdelkader Kal Mohamed, a dans son discours déclaré qu'il était grand temps de forger une vision partagée pour une métropole résiliente et durable face aux défis climatiques. Écoutons-le. L'atelier métropolitain de Djibouti est une première auquel nous prenons part ce matin et l'aboutissement d'un travail de réflexion concerté entre acteurs institutionnels, élus locaux, société civile, qui ambitionnent de construire des éléments communs d'une vision future de la métropole de Djibouti et par conséquent constituent les premiers éléments structurants d'une stratégie territoriale. En effet, il convient d'appeler les projets métropolitains permettant de dessiner un nouveau paysage urbain, tourné vers l'avenir et une nouvelle manière d'y vivre. Il tisse du lien entre ses usagers, ses habitants et transforme durablement notre territoire, c'est-à-dire la capitale, comme les chefs-lieux des régions de l'intérieur. Mené pour et avec les habitants, il participe à la transformation positive de notre territoire que nous voulons tourner fondamentalement vers l'humain. C'est donc un formidable outil de gouvernance adapté à la dimension grandissante des aires urbains. La capitale Djibouti est certes la vitrine du pays et nous devons y travailler de façon prioritaire et la transformer en une métropole accueillante et qui prend soin de toutes et de tous. Nous avons l'obligation de concilier l'embellie économique que connaît aujourd'hui le pays et la transformation positive de la ville, alors qu'aujourd'hui les quartiers non structurés sont encore nombreux, synonymes d'une image peu flatteuse des cités modernes, alors que même de nombreux projets et dynamiques sont à l'œuvre. La mutation de la métropole est désormais un maillon clé d'un projet local intégré et cohérent. Elle est en parfaite adéquation avec la feuille de route assignée par le chef de l'État pour mettre en œuvre une transformation des territoires de Djibouti dans son ensemble. Autre actualité dans ces 22 heures, c'est aussi le Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed, qui a reçu ce midi à son cabinet l'ensemble des lauréats primés lors de la première édition de ADA, Antelope Djibouti Award. La délégation a été introduite par le jeune dynamique Mahmoud Ahmed. Cette première édition était placée sous le signe d'un hommage rendu à une génération dorée de la musique djiboutienne et notamment le groupe Dinkara,
organisée par Déré Institute, qui est une organisation solidaire et formatrice autour d'activités menées par des jeunes Djiboutiens très animés par l'engagement de refléter l'interface de l'espace d'échange et de réflexion qu'il ambitionne d'incarner et de vulgariser. Ainsi, l'Antilope Djibouti Award est un concept nouveau, se proposant de gratifier l'excellence et la détermination des Djiboutiens dans l'accomplissement hors du commun dans leurs domaines respectifs d'activité. ADA fut surtout une exceptionnelle occasion chaleureuse de gratifier et d'honorer les apports positifs des Djiboutiens et Djiboutiennes, les valorisant de manière individuelle ou collective dans le domaine tel que les affaires, l'engagement social, le sport, l'éducation, le divertissement. Dans une courte d'introduction, le directeur de Déré, Mahmoud Ahmed, artisan principal de cette aventure qui produira désormais chaque année, a relaté au Premier ministre la genèse des critères de choix qui ont prévalu à cet exercice de valorisation de nos talents nationaux. Il a déclaré en substance que les organisateurs, à travers les panels de sélection des lauréats, avaient surtout à cœur de stimuler l'esprit d'initiative, des créativités notamment chez les jeunes, afin d'encourager positivement à participer au processus de développement. De son côté, le Premier ministre n'a pas manqué de féliciter l'ensemble des parties prenantes, tout en souhaitant aux initiateurs une bonne continuation. Tout à fait autre chose, cette fois-ci, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, a reçu aujourd'hui l'envoyé spécial des États-Unis pour la Corne d'Afrique, M. Michael Hammer, pour un entretien fructueux centré sur la paix et la sécurité dans la région de la Corne d'Afrique. Les discussions ont également porté sur les relations bilatérales entre les États-Unis et Djibouti, notamment en prévision de la prochaine rencontre biennale prévue le mois prochain à Washington. Lors de cette rencontre, les deux parties ont échangé leurs points de vue sur les défis actuels, les opportunités pour la paix et la sécurité dans cette région fragile. Le ministre Mohamed Ali Youssouf a souligné l'importance de la collaboration internationale pour élever les défis sécuritaires et humanitaires qui affectent la Corne d'Afrique. Il a réaffirmé l'engagement de Djibouti à travailler en étroite coopération avec les partenaires régionaux et internationaux pour instaurer une paix durable et renforcer la sécurité dans la région. De son côté, l'envoyé spécial Michael Hammer a exprimé le soutien des États-Unis aux efforts des paix de la Corne d'Afrique pour résoudre les conflits et promouvoir la stabilité. Il a salué le rôle crucial de Djibouti en tant que pilier de la paix et de la sécurité régionale, réitérant l'engagement des États-Unis à soutenir les initiatives locales et régionales. Les discussions ont mis en lumière une convergence de vues sur l'urgence de promouvoir la paix dans cette région. Les deux parties ont convenu de maintenir un dialogue régulier et constructif pour continuer à échanger des idées et de coordonner les efforts en faveur de la paix et la sécurité dans la Corne d'Afrique. Cette rencontre marque une étape importante dans les relations de renforcement bilatéral entre Djibouti et les États-Unis et reflète leur engagement mutuel à promouvoir la paix et la sécurité dans une région en jeu cruciale. Direction les arcanes de l'Assemblée nationale où, sous la présidence de l'honorable Sharmak Moussa Aré, la Commission des finances et de l'économie générale ont examiné 2 projets de loi portant adoption des comptes financiers définitifs du Fonds de garantie de Djibouti pour l'exercice 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022. Eh bien, le projet de loi portant adoption des comptes financiers du Fonds de développement économique de Djibouti pour l'exercice 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022. Le gouvernement a été représenté par M. Ilyas Moussa Dawale, ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, avec les directeurs généraux des établissements précités, accompagnés de leurs proches collaborateurs. Après la discussion et échanges sur les comptes financiers, les commissaires ont exprimé un avis favorable à chacun des textes des comptes financiers subventionnés et transmis pour adoption lors de la prochaine séance publique de l'Assemblée nationale. Social à présent, où le directeur de l'Agence nationale des personnes handicapées, M. Douale Saïd Mahmoud, a rendu visite à la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden, dans son cabinet, dans le cadre d'initiatives visant à employer 150 jeunes en situation de handicap dans tous les ministères de Djibouti. Cette initiative, qui s'inscrit dans la vision du président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, représente un pas important vers l'inclusion et l'égalité des opportunités pour les personnes en situation de handicap. En visitant le ministère, le directeur de la NPH et la ministre ont souligné l'importance de cette démarche pour la société. Lors de cette rencontre, les 2 responsables ont discuté des modalités de mise en œuvre de ces programmes d'insertion professionnelle qui visent à créer
un environnement de travail inclusif et adapté aux besoins spécifiques de ces jeunes. Cette initiative témoigne de l'engagement du gouvernement à promouvoir l'égalité des chances et à soutenir les personnes en situation de handicap. Eh bien, le ministère de la Femme et de la Famille a déjà intégré 4 jeunes à son équipe, dont 2 jeunes hommes et 2 jeunes filles. Cette intégration plutôt marque le début d'une nouvelle ère d'inclusion et de valorisation des compétences des jeunes en situation de handicap. Écoutons la ministre de la Femme et de la Famille. Je voudrais d'abord accueillir Monsieur le directeur général de l'ANPH, ministère de la Femme et de la Famille, pour ce long trajet qu'il va devoir faire dans l'ensemble des départements ministériels pour l'installation des personnes en situation de handicap qui vont devenir fonctionnelles dans les différents ministères. Donc je vous accueille avec grands bras ouverts et vous félicite de toutes les initiatives et actions que vous menez pour la question des personnes en situation de handicap. On doit remercier le président de la République, son Excellence Ismaïla Omar Guelleh, d'avoir institué la mise en place de 150 personnes en situation de handicap dans l'ensemble des départements ministériels. Il s'agit de la politique d'inclusion des personnes en situation de handicap qui doivent aussi être partie intégrante du développement économique du pays. En tant que ministère de la Femme et de la Famille, nous accueillons très favorablement cette initiative et nous nous tenons prêts à pouvoir accompagner et soutenir ces actions. Nous avons obtenu, nous, en tant que ministère de la Femme, 4 personnes et l'équité a été respectée par l'agence. Donc 2 jeunes dames et 2 jeunes hommes qu'on a déjà affectés et préparé leur installation. Pour la suite des activités, monsieur le directeur, je suis prête personnellement et l'ensemble de mon ministère à pouvoir accompagner l'agence pour toutes les autres initiatives et actions qui sont liées au développement et l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Direction la Turquie, où le ministre des Affaires musulmanes des Biens Warf, M. Mohamed Hassan Barre, a représenté la République du Djibouti au sommet consultatif des ulémas du monde islamique qui s'est tenu à Istanbul du 11 au 14 mai. Cet événement important organisé par la présidence des affaires religieuses turques sous le patronage du président Recep Tayyip Erdogan a réuni des délégués des 54 pays musulmans pour discuter des questions, des défis auxquels la communauté musulmane est confrontée, notamment la situation à Gaza. Un dîner officiel a été organisé au palais d'Omlcha par le président Erdogan en l'honneur des invités, suivi d'un discours mettant en avant la nécessité de consolider davantage l'unité entre la Ummah islamique. Lors de la séance d'ouverture plénière, le ministre Mohamed Hassan Barre a prononcé un discours réaffirmant le soutien indéfectible de Djibouti à la Palestine. Cette position reflète la politique constante atelier de notre pays sous la direction sage et éclairée du président, son Excellence Ismaïla Omar Guelleh. Cet engagement se traduit par une volonté constante d'œuvrer pour l'instauration d'une paix juste et durable au Proche-Orient. Le ministre a souligné aussi que Djibouti est fier d'être l'un des 5 pays à avoir saisi la Cour pénale internationale pour enquêter sur les crimes israéliens à Gaza. La cause palestinienne reste un sujet de préoccupation mondiale. De nombreuses nations expriment leur solidarité avec le peuple palestinien, a-t-il dit. La participation de Djibouti au sommet consultatif de ulémas du monde islamique a été une occasion de réaffirmer l'engagement de notre pays envers la paix et la justice dans le monde musulman. Dans sa déclaration finale, le sommet a condamné les politiques israéliennes à Gaza et a appelé à lever immédiatement du blocus. Les participants ont réaffirmé leur soutien à la lutte du peuple palestinien pour son autodétermination et à la création d'un État palestinien indépendant. Enfin, le sommet consultatif des ulémas du monde islamique a été un succès retentissant qui a permis de renforcer l'unité et la coopération entre les pays musulmans. Retour à Djibouti, où dans le cadre des opérations de contrôle des stocks, les inspecteurs du ministère du Commerce et du Tourisme, en collaboration avec la préfecture du conseil régional, ont procédé à une vaste opération et d'une collecte des stocks dans la région de l'unité, à savoir Dikil. Ce projet est financé par la Banque mondiale dans le cadre de la riposte d'urgence à la crise alimentaire. En premier lieu, les inspecteurs du ministère du Commerce ont eu une réunion rencontre avec les autorités de la région, à savoir le préfet adjoint de la région de Dikil, Yousf Ali. Par la suite, l'équipe de contrôle des stocks,
Les inspecteurs du ministère du Commerce et du Tourisme ont effectué une vaste opération de collecte des stocks dans la région de Dikil. Le but de ces contrôles est de relever la gestion des stocks et vérifier la pratique des prix homologués par le ministère du Commerce. Ils ont constaté que les stocks sont suffisants pour couvrir les besoins de la population de la région. D'autre part, en vue d'assurer un suivi permanent de la situation, des mesures ont été prises. Le ministère du Commerce afin d'activer les stocks stratégiques en nature et fiduciaire pour maintenir la stabilité des prix et de gérer l'inflation. Enfin, les inspecteurs du ministère du Commerce et du Tourisme ont lancé un appel à la mise de garde de respecter les prix homologués par le ministère. Sport à présent, sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, la Fédération djiboutienne de badminton a donné le coup d'envoi au championnat national de badminton pour la saison sportive 2023-2024. L'événement a débuté samedi dernier au collège de Fukuzawa et s'est poursuivi, réunissant 5 clubs de premier plan. Parmi les équipes en compétition, on retrouve le club de la garde républicaine, le club de Dimoni, le club Otto Sigma, le club de Barwara 2 et le club de Fukuzawa. Chacun de ces clubs se prépare avec une intensité pour offrir des performances exceptionnelles et rivaliser pour le titre national. Le lancement de ce championnat marque une étape importante pour le développement du badminton à Djibouti. En effet, il s'agit non seulement d'une opportunité pour les athlètes de montrer leur talent et de se mesurer à leur pairs, mais également d'un moment clé pour la promotion de ce sport au niveau national. 24. Du coup, le tournoi il s'est très bien passé. On ne peut pas dire que tout a été facile, mais avec l'engagement, avec la persévérance, on a pu jouer à plusieurs matchs, des doubles et notamment simple homme junior, simple homme senior, simple dame junior, simple dame senior. Il y a eu aussi un jeu de double, match de double mixte. Alhamdoulilah, tout s'est très bien passé. Comme vous le voyez, on transpire, mais bon, l'effort, ça nécessite toujours de l'effort, ça nécessite toujours de l'engagement. Et c'est une passion, le badminton, c'est une passion qu'on a voulu, qu'on n'a pas voulu priver des générations qui viennent. Et voilà, on a notamment prévu plusieurs, même si on a déjà fait plusieurs programmes de shuttle time, air badminton, mais aussi c'est un sport inclusif, à savoir le bara badminton qui est pour les handicapés. Pour finir, j'aimerais adresser mes sincères remerciements à ceux qui nous ont soutenus tout au long de ce long chemin, et à savoir par commencer le ministère du Sport. On reste toujours dans le domaine sportif, mais un autre domaine cette fois-ci, c'est le stade Goulet qui a abrité le tournoi de démonstration de kata et combat, toutes catégories confondues, organisé par le dojo Kanano. L'événement a réuni des karatékas de toutes les ceintures, offrant un spectacle unique devant un parterre d'officiels et de passionnés de karaté Shotokan. La compétition a été honorée par la présence de hautes personnalités du karaté à Djibouti, parmi eux le président de la Fédération djiboutienne de karaté et le président de l'école de karaté Shotokan, M. Abdourad Kanano, a apporté son soutien et ses encouragements aux participants. À ses côtés, le directeur technique de la Fédération djiboutienne de karaté, Mohamed Omar, ainsi que le secrétaire général de la Fédération djiboutienne de karaté qui ont assisté à l'événement. Tout au long de l'après-midi, les participants ont exécuté des démonstrations de kata avec une précision et une maîtrise remarquables, témoignant du haut niveau de préparation de la discipline rigoureuse des athlètes. Chaque mouvement, chaque posture a été exécutée avec une grâce et une puissance qui ont suscité l'admiration du public, des officiels présents. Produits illicites cette fois-ci, ou dans le cadre de lutte contre la contrebande et les produits illicites, les équipes mobiles de la douane et la gendarmerie nationale et de la gare et des mesures ont intercepté une saisie de contrebande dans l'après-midi du 15 mai 2024. Ces derniers ont intercepté plus de 6 colis de 4 chacun, transportant 100 paquets. La saisie a été suivie d'une action immédiate sur le terrain où les produits saisis ont été incinérés, affirmant ainsi
la détermination du pays à éradiquer ce fléau de manière décisive. Eh bien, la contrebande de canne en particulier représente une menace sérieuse pour l'économie locale. Les agents des douanes et de la gendarmerie nationale travaillent ensemble pour démanteler ces réseaux illicites. Direction le nord du pays, où les établissements scolaires de la région de Tadjoura ont organisé jeudi dernier une compétition sportive regroupant plusieurs établissements de tout ordre d'enseignement confondus, écoles de base, les collèges et les lycées. Eh bien, cet événement sportif est organisé dans l'optique de promouvoir le sport, mais aussi développer aussi le respect de l'éthique et des valeurs éducatives de vivre ensemble au sein des établissements. À cet effet, les autorités locales, comme le préfet adjoint, Habib Djilani, le vice-président du conseil régional, Abdelkader Omar, les autorités militaires, la gendarmerie et la police et les responsables des services déconcentrés ont honoré de leur présence à cette manifestation sportive. En cette occasion, l'inspecteur régional de l'éducation à Tadjoura, Ahmed Hamadou, a remercié l'ensemble des personnalités ayant honoré de leur présence ces présents événements et plus particulièrement la préfecture et le conseil régional pour leur assistance constante. Et dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, dans le nord de la bande de Gaza, l'armée israélienne poursuit son offensive. Des frappes aériennes se sont écrasées sur la ville de Jenin, en Cisjordanie. Les autorités israéliennes déclarent avoir visé des militants palestiniens. Au moins un Palestinien a trouvé la mort suite aux dernières frappes aériennes de l'armée israélienne. Les autorités médicales palestiniennes annoncent également une dizaine de blessés transportés dans des hôpitaux voisins. De son côté, Israël déclare avoir attaqué un bâtiment qui abritait des militants palestiniens. Depuis le début du conflit israélo-palestinien, il y a 7 mois, les frappes aériennes en Cisjordanie se sont intensifiées, tuant plus de 500 personnes. Eh bien, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.